Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les poteries rouges à bord noir apparaissent durant la période de Nagada I et constituent rapidement la majorité de la production. J'en parle parce que c'est important. C'est vrai que quand on a un style de poterie, on peut dater et c'est plus facile. Elles sont le plus souvent polies et recouvertes de motifs comme par exemple des croisillons. La production de poterie se diversifie durant la période de Nagada II. Elles ne sont plus polies cette fois, mais rugueuses. Les croisillons ne sont plus le seul décor qui orne les vases rouges à col noir. C'est en ce temps-là qu'apparaissent les premiers motifs figurés comme les spirales et les bateaux. Les poteries nagadiennes côtoient celles produites en Nubie et s'en inspirent pour évoluer vers de nouveaux types de vases. Ils adoptent entre autres les anses ondulées. La fin de la période voit une simplification du décor et une forte diminution de la production de poterie rouge à col noir. Cette diminution se confirme au cours de la période Nagada III. Ces poteries laissent la place à des vases, cette fois cylindriques, au décor plus fantaisiste, de production nubienne cette fois. Le décor figuré disparaît. Les vases à bord noir sont réalisés à partir de l'argile limoneuse du Nil, à laquelle est ajouté un dégraissant. Ils sont ensuite engobés, séchés et soigneusement polis. La cuisson se déroule en plusieurs étapes et c'est important parce que là aussi on voit le savoir-faire. Les récipients sont d'abord disposés, ouverture vers le bas pour plus de stabilité, dans un four en fosse et dans une couche de combustible très fin qui se compacte sous l'action du feu. C'est la fameuse oxydation. On verse ensuite un combustible plus grossier constitué de fumier et de déchets organiques qui entraîne une cuisson réductrice de la partie haute des vases. Les récipients sont alors placés dans le foyer. La cuisson dure environ 1 heure et peut atteindre une température de 850 degrés. La cuisson oxydante présente 2 intérêts majeurs. Elle donne 2 teintes différentes aux vases, les rendant ainsi plus esthétiques et puis ça rend les parois imperméables. L'absence d'oxygène fait passer la teinte du col rouge au noir. On retire ensuite les braises pour laisser refroidir les vases et une fois nettoyés, ils sont prêts à être utilisés tout simplement. Ces vases donc servent principalement à stocker les grains de blé et d'orge. Ils sont laissés ouverts ou fermés selon le climat. Dans le nord du pays où les températures restent relativement modérées grâce à l'humidité du delta, il n'est justement pas nécessaire de les fermer. Au contraire, dans la zone sud, le pot est fermé par un couvercle végétal parce que l'air sec risque d'assécher les restes d'orge et de blé. D'autres vases, en forme de cornet, ont été découverts à proximité de la tête ou des bras des défunts. Ils servaient principalement à conserver ou à présenter les aliments nécessaires à la survie dans l'au-delà. En tout cas, c'est probablement ce qu'il en est. Vers 3500, les artisans commencent à réaliser des poteries en argile de couleur claire. Ce nouveau type de vase supporte des températures de cuisson plus élevées, permettant la création de vases plus solides aux parois moins poreuses fabriquées en série. Quand on imagine qu'il y a des spécialistes du vase et qui passent leur temps à travailler sur les vases, estimez-vous heureux, on fait que 5 minutes, eux ils passent leur vie dessus. Le décor ne présente aucun rapport avec le contenu du récipient, il s'agit de motifs très standardisés dont la signification s'est malheureusement perdue dans le temps. Toutefois, l'étude de leur fréquence, de leur organisation interne et de leur combinaison au sein même du même objet laisse supposer qu'elles évoquent un concept spirituel, celui du renouvellement de la vie après la mort. Le récipient est recouvert d'une scène unique répétée sur toute la surface disponible. Les thèmes les plus fréquents sont la représentation d'animaux locaux comme l'ibex, les antilopes, les scorpions, les serpents ou les girafes, voire même de végétaux. Ils sont seuls ou accompagnés de signes géométriques qui évoquent de manière simplifiée l'environnement dans lequel les populations évoluent. Par exemple, des triangles pleins représentent un plateau désertique, alors que les lignes ondulées parallèles évoquent la mer ou le Nil. Un autre motif récurrent, c'est celui du bateau, qui suggère évidemment des activités liées à la navigation. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. Tous ces éléments réunis constituent une image simple, mais fidèle, du monde dans lequel les habitants des rives du Nil vivent et évoluent. Mais ils peuvent aussi être interprétés comme des signes symboliques liés à la régénération de la vie dans l'au-delà. Ainsi, les bateaux pourraient annoncer les fameuses barques funéraires ou divines de l'Égypte pharaonique qui viendra plus tard. À la fin du 4e millénaire, Nagada, Hiérakonpolis, Abydos, Edfou et Dendera, 2 villes qui viennent d'ailleurs de naître, s'entourent d'une forteresse qui englobe la zone d'habitat.
Les villes se réduisent à une surface mesurant moins de 10 hectares. Cependant, elles s'érigent en véritables villes carrefour parce que leur emplacement est lié aux voies de circulation. Elles sont implantées soit sur les rives du Nil, soit sur un point de rencontre entre le fleuve et un important wadi. Ainsi, Hierakonpolis, Nagada et Abydos abritent le siège des principautés locales, contrôlant l'accès au fleuve et les routes qui passent dans leur périmètre. La taille et la richesse des tombes dépendent directement de la puissance des villes et de leurs élites. À Nagada, les membres de la classe dominante se font creuser des tombes de grande dimension, accompagnées de tombes secondaires, destinées à recevoir les dépouilles d'animaux et d'humains sacrifiés et environnées de complexes architecturaux. La plus impressionnante est ce qu'on appelle la tombe numéro 16, qui ne compte pas moins de 13 fosses, renfermant en tout 36 corps. Les défunts sont enterrés selon leur catégorie sociale, mais aussi selon leur sexe. Les chasseurs sont inhumés avec leurs armes dans la partie est de la nécropole, tandis que l'ouest est réservé aux sépultures des femmes et des enfants. L'étude des squelettes met en évidence une mortalité infantile importante, car beaucoup d'enfants n'étaient âgés au moment de leur mort que de 8 ans. Quant aux femmes, elles mouraient vers 35 ans. Les parois des tombes des membres de l'élite sont entièrement peintes. Celles de la tombe qu'on appelle numéro 100 sont très connues des égyptologues parce qu'elles constituent une véritable fenêtre ouverte sur l'univers symbolique de ces princes des Haute-Égypte. En effet, c'est la vallée du Nil entière qui se déroule devant le spectateur comme un parchemin de pierre. Devant nos yeux, gambades, ibex, autruches, éléphants et antilopes. Une multitude de personnages s'activent dans leurs tâches du quotidien. Plusieurs embarcations sillonnent les eaux du fleuve. Elles sont toutes dotées d'une double cabine, montrant qu'il s'agit de bateaux appartenant aux membres de l'élite. Ils avancent en procession et encadrent une embarcation plus grande que les autres, qui semble transporter un personnage ou une statue de divinité. Cette scène constitue la première représentation du paysage égyptien dans une tombe. Les humains ne sont évidemment pas les seuls à être enterrés dans la nécropole. Les archéologues ont mis au jour un grand nombre de tombes renfermant des restes d'animaux, essentiellement des éléphants et des aurochs. Les dépouilles des défunts, humains ou animaux, sont enveloppées dans un linceul en lin et dans des nattes de roseaux. Les tissus de lin qui enveloppent la tête et les mains des défunts, les plus importants, sont imprégnés d'un mélange de résine favorisant leur préservation. Leurs visages sont dissimulés derrière un masque funéraire. On est ici en présence des plus anciennes traces de momification en Égypte. C'est à Nagada qu'apparaît le concept idéologique associant les tombes et les sanctuaires dans lesquels sont érigées des statues anthropomorphes et grandeur nature des divinités et des défunts de la classe dominante. Mais brusquement, en 3300 avant notre ère, le cimetière des élites de Hierakonpolis est totalement abandonné, sans qu'on sache pourquoi. Les chefs de ces différentes entités adoptent rapidement une iconographie politique commune en Égypte et en Nubie. Les Nubiens parcourent le désert occidental et fréquentent la partie méridionale de l'Égypte, sur les deux rives du Nil, jusqu'à Hermontis. Et les échanges entre la Haute-Égypte et la Basse Nubie, qui suivent le cours du Nil, sont très intenses. Toutefois, c'est à cette époque qu'apparaissent les premières luttes pour le contrôle de l'axe commercial majeur que constitue le fleuve. En témoigne un couteau découvert sur le site du Djebel Cheikh Souleymane, qui est orné de scènes de combat et de prisonniers entravés. Dans le même temps, Éléphantine, la ville, se dote elle aussi d'une forteresse. À partir du milieu du IVe millénaire, les différences fondamentales entre les principautés égyptiennes et nubiennes sont en train de s'affirmer. Alors que la Haute et la Moyenne Égypte sont occupées par des populations sédentaires cultivant le blé et l'orge, on l'a vu, le pastoralisme constitue la base de l'économie nubienne. On constate que la pratique de la céréaliculture décroît au fur et à mesure que l'on remonte le fleuve en direction du sud. À Khartoum, capitale de la Nubie, la culture du millet et du sorgho remplace rapidement l'élevage de bovins, la chasse et la pêche. Sauf que certains groupes nubiens continuent la culture du blé et de l'orge, signe d'une persistance quand même des valeurs et des formes d'organisation politique différentes de celles qui apparaissent en Basse-Nubie. On a donc, d'un côté, des groupes de producteurs qui tiennent à conserver leur autonomie,
et de l'autre, des sociétés soumises aux exigences fiscales, déjà, des États en train de se former.